fascistes. Oui, des fascistes. Fascistes. Ouais, c'est vous qui êtes les responsables, vous. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans mon pays pour que Rome s'en occupe? Tous mes vœux de bon séjour. Mourir. Jeudi, 4e épisode des aventures du maire et du curé. Ils vivent à Rome, ils sont heureusement rappelés dans leur village, ils pourront à nouveau s'affronter. Don Camillo, Monseigneur, c'est le film du jeudi, c'est le cycle Don Camillo. Tous les jeudis, 20h35. Le cinéma, c'est à 2. À suivre à 2, dans quelques instants, Planète Foot en grand direct. Bonsoir, salut les bébêtes. Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons la ravissante Lizzie Mercier-Desclous, qui est revenue du Brésil avec un album à tout casser, mon petit bonhomme. Écoutez, on a bien fait de l'inviter, parce qu'avec Desclous, on est sûr de ne pas se planter. Voilà. Ça, alors là, mes bonnes astuces, c'est vraiment sophistiqué. Il faut être marteau pour sortir des vannes comme ça. Écoutez, en tout cas, il paraît que Lizzie est très populaire chez les électeurs communistes. Ah bon? Eh ben oui, parce qu'aux législatives, eux aussi, ils ont voté pour Desclous. Ah non! Ah, celle-là, je la supporte pas! Non, mais arrêtez de vous battre. Arrêtez, mon Horace. Alors, regardez le bel exemple de tendresse et de gentillesse que nous donnons, nous. Vous pouvez pas faire comme nous? Ouais, ben vous avez pas fait 9% législative. Oui, ça c'est écrit. Lizzie Mercier-Desclous, vous connaissez Quai des Brumes? Ah ouais, très Tout le bon monde connaît film. Quai des Brumes. Et ben, on va la retrouver dans une très très belle histoire d'amour, Quai des Prunes. On dirait que t'aimes pas beaucoup la police, toi, mon gars. Mon gars, mêle-toi de tes oignons. Oh, bah t'es pas très aimable, hein. Allez, fais pas le ballot. Si tu cherches à t'embarquer, je connais un moyen. Bon, écoute, ça va, je vais être franc. J'ai déserté parce que j'avais des emmerdes. Au régiment, j'ai traité un Danois de coco. Ça, c'est pas très malin. Allez, viens chez Patatras. Il tient un petit bistrot, c'est un pote. Hé, on l'appelle Patatras parce qu'il est très maladroit. Allez, viens. Oh. On peut dire que tu as du bol, mon gars. Tu vois, ce monsieur, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale de foot de Venezuela. Et il leur manque un presseur de citron. Attends. Mais chez nous, c'est très important. On dit que le coupeur de citron, il est con, on aura des pépins pendant la partie. D'accord. Mais je veux m'embarquer tout de suite. Bon, alors venez avec moi et merci. Je vais vous prêter des vêtements qui vont vous permettre de passer inaperçus. Allez, viens. T'es qu'une ordure, Isabelle. Un jour, j'aurai ta peau. Tu te fais des illusions, mon petit Lucien. Je te rappelle que j'ai toujours un petit dossier qui te concerne, en lieu sûr, avec des photos très intéressantes. Notamment celle que j'ai prise le soir où Dave est passé au Palais des Congrès. Salaud, va. C'est bien ça que tu me dégoûtes. Eh bien, les gars, j'ai qu'une chose à vous dire. Merci pour tout, le costume est superbe. Oh, mais il va bien en plus. Hé, à la tienne, mon gars. Hé, t'inquiète pas pour le passeport, hein. Allons-y. Tiens, voilà Nelly, la petite marchande de nœuds papillons. Salut, poupée. Tu sais que t'es bien tanké, toi? Tu veux pas venir à la maison, je viens de crever ma bouillotte. Mais c'est bon, Lucien, vous allez froisser mes nœuds. Dis donc, toi, laisse-la tranquille. Allez, donc, je me mêle, le militaire, là. Ouais, fais attention, mon gars, fais attention. Laisse-moi faire. Sors immédiatement du terrain, carton rouge. Ça va pour cette fois, mais on se reverra. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil d'avoir pris ma défense. T'as de beaux nœuds, toi, tu sais. Que tous les fous dansent Coco Dingo. Coco Dingo. Oh, tous les coucous dansent Coco Dingo. Coco Dingo. On n'en parle plus que Coco Dingo.
Cocotingo. Entrez. Bonjour, docteur Zina. Bonjour, madame Potin. Alors, que puis-je pour vous? Oh, docteur, c'est affreux. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avaler une souris vivante. Une souris vivante? À cette heure-ci? Non, mais vous n'y pensez pas? Ben si. Enfin, c'est justement pour ça que je viens vous voir. Bon, alors, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Non, pas de panique. Voilà, qu'est-ce que vous... Ah oui, voilà, ça y est, voilà. Ouvrez la bouche toute grande. Ouvrez la bouche. Tenez ça devant, ce morceau de fromage. Voilà, vous allez voir, elle va sortir. Je reviens dans 5 Tiens, patatras. File-moi donc un coup de rhum, là. Allez. Je te dis que je n'ai plus de rhum. Oh, bah ça fait rien. File-moi de l'autre colonne, dis quelque chose. T'as assez bu comme ça, casse-toi, tu pues. Eh non, ma petite Nelly, toi tu restes, on a discuté. Et toi, fous le camp. Ah oui? Oui, et je te rappelle que j'ai un petit dossier qui te concerne, avec des photos couleurs, où on te voit dans les bras de Gainsbourg. Salaud! Salaud! C'est ça, casse-toi. Ma petite Nelly, tu vas faire ce que je vais te dire. Sinon, je te ferai renvoyer de ton usine de cravates, et on embauchera une autre vendeuse de nœuds papillons. Tu feras pas ça. Ouais, mais gêné, tiens. Oui, je le ferai. Et de toute ta vie, tu toucheras plus à un seul nœud. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas les trouver, Et alors c'est vrai, vous partez pour le Vézé, le Vénézué, le Véné? Vézé? Disons l'Amérique du Sud, et on n'en parle plus. Ce petit paquet de prunes, c'est rien. C'est 3 fois rien, mais vous pouvez les manger pendant la traversée. C'est pour vous. Comment ça, 3 fois rien? Ces prunes, je les oublierai jamais, Nelly. Et en souvenir de vous, ce quai solitaire et glacé, je l'appellerai le quai des prunes. Viens voir, tout va très bien. Elle lui a refilé le bocal avec les prunes truffées d'héroïne. Et quand il sera à bord du bateau, un de nos hommes se chargera de le récupérer. Est-ce que j'aurai droit à la moitié du pognon? Lucien, tu n'auras rien du tout, puis tu feras ce que je te dirai. Un jour, je te buterai, Isabelle. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant toi, mon petit bonhomme. Je te buterai. Babysitter, ouh, garder les grands, ça nous fait pas peur. Les bébés loups croqueurs, besoin maman 5h, 7h. Babysitter, ouh, les affreux jojo nous font pas peur. Les petits filous traqueurs, on sait les priver de 4 heures. Hé, ma nounou, eh ben, elle m'a mis un bonbon tutu. Un quoi? Un bonbon tutu. Elle appelle ça un suppositoire. Ah, moi, t'inquiète pas, l'autre jour, elle m'en a mis un gros en verre avec des chiffres dessus, elle est venue le retirer, et il va venir le retirer, ton bonbon tutu. Alors, ça y est, mon gars, tu nous quittes? Eh ouais, mon baluchon est prêt. Ah là là. Et la petite Nelly, alors? M'en parle pas. J'ai le cœur qui se déchire. Et regardez, elle m'a offert un bocal de prunes. Eh bien, ça me donne une idée. Je vais préparer un cocktail pour arroser ton départ. Un Irish prune, avec du jus de prune et de l'absinthe. Dépêchons-nous, le départ est dans un quart d'heure. J'en ai pas. Il le faut. On me recherche ici. Mais je penserai à toi chaque fois que je regarderai mes prunes. Alors, il paraît que c'est le départ. Hein, ça s'arrose, allez. Justement, je viens de vous préparer un petit cocktail. Goûtez-moi ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle a bonne voix. À la vôtre.
c'est que ce bordel? On vous entend dans la rue, là. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Regardez, mon ami Lucien et moi, on est de vraies ordures. De vraies saloperies. Et en plus, on est des trafiquants de drogue. Ouais, exactement, monsieur l'agent, on est des vrais trafiquants de drogue. Ah bon? Si c'est vous qui le dites, embarquez. Allez, embarquez. Et vous êtes qui, là? Moi, mon pote, je suis Michel Platini, et je t'emmerde. Moi, je suis Lizzie Mercier des Clous. Ouais, vas-y Nelly, chante-leur quelque chose. On a 10 minutes avant les pubs et le journal. Et encore, t'as du pot, y a pas expression directe ce soir. Bon, je vais chercher du renfort. The last of you. Oh, I'm leaving me. I'm through drinking. The least of you. Oh, I'm leaving me. There's nothing left but for blues. Nothing left but for blues. The ocean turned full moon, and just for you. Oh, I'm leaving me. I'm liberating best of you. Oh, I'm leaving me. Rings on the mind, sweet fall blues. Rings on the mind, sweet fall blues. Burn my hair smoking, the lust of you. Oh, I'm leaving me. I'm breastfeeding the lack of you. Oh, I'm leaving me. Out on a limb with the fall blues. Out on a limb with the fall blues. Stole a boat, kissing the waves of you. Oh, I'm leaving me. I'm diving in the pursuit. Oh, I'm leaving me. Red right to the bone with the foghorn blues. Red right to the bone with the foghorn blues. And out on the limb with the foghorn blues. Rings on the mind with the foghorn blues. Nothing left, the foghorn blues. Red right to the bone with the foghorn. Avec un cœur gros comme ça, ils vont à Mexico pour gagner. Les AGF leur crient Viva, nous vous soutenons, nous sommes à vos côtés. Allez la France, allez la France. AGF avec vous. René Brisac, la 16e chaîne.
Construire votre avenir, c'est possible. Un prêt peut vous aider. Bonjour. Poussez la porte du Crédit Agricole, ça tombe sous le sens. Et couvert avec des manches en couleur. Guy de Graine, vous ne réussirez jamais dans la vie. Guy de Graine? Il est aujourd'hui le premier. Triomphe, c'est ça. La nouvelle sauteuse Stéphane anti-adhésive. Vous faites cric. Pour les plats sautés. Vous faites trac. Pour les mijoter. Sauteuse Stéphane pour les sauter et les mijoter. Philips invente la musique laser. Le compact disque, une invention Philips. Philips, c'est déjà demain. Toi. Ah, t'es nache, tu goûtes, tu craques. Il est entré dans mon cœur un parfum de bonheur dont je connais la cause. Il me dit des mots d'amour, moi je lui dis toujours Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Si c'est la jungle dans votre jardin, voici le super rotophile de Black & Decker. Alimentation en fil pendant la coupe par une simple pression sur la poignée. Une efficacité continue et contrôlée. Un équilibre parfait pour les coupes précises ou délicates. Super rotophile de Black & Decker. Black & Decker, des idées qui marchent. Choisissez l'innovation. Aujourd'hui, sur les fours à broche Moulinex, l'arrosage est automatique pendant la cuisson. Ça s'arrose. Moulinex. Le diamant, c'est l'amour qui brille. Et quand il passe à table, Madame Lefebvre passe au tribunal. Mais si nous les fonds numéro. Parce que tout ça, il te balade ensemble. Il paraît que je balade à grand-mère 2 secondes. Le châtelain ne fait jamais de faute de goût. Le châtelain. Envoyez la fraîcheur. Changez l'ambiance. Papier peint de France. Aigle. 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 Aigle, les vrais. Je veux tout. Je veux les gâteaux et en plus les photos. Margarine, margarine, le sur-tournesol. Chez Selectour, toutes les grandes marques de vacances vous attendent. Un exemple, tout repas. Moi, je vous conseille leur séjour en Tunisie à 2990 francs. Superbe. Un empêchement? Pas de problème. Le chèque annulation vous protège. Alors réservez vite. On y va? Vous rêvez d'évasion, de vacances ensoleillées? Patrick Sabatier propose
Une vedette de tourisme transportant un club du 3e âge heurte une paroi rocheuse près de Bonifacio. Une panne de moteur serait à l'origine de la tragédie qui a fait 8 morts. 5 ans après l'assassinat du juge Michel, un truand du milieu marseillais aurait avoué être le tueur à la moto. Plus de risque de syndrome chinois, l'incendie du réacteur numéro 4 est éteint. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'Agence internationale à l'énergie atomique qui a survolé la centrale. TF1 20h, Marie-France Cubada. Madame, monsieur, bonsoir. Grave accident en mer au large de Bonifacio en Corse. 9 personnes, pour la plupart faisant partie d'un groupe du 3e âge de l'Ardèche, ont péri cet après-midi dans le naufrage d'une vedette. Il y avait 21 passagers à bord et il ne semble pas que les conditions météorologiques soient la cause de ce naufrage. Isabelle Vaillancourt. Le golfe de Bonifacio, c'est à l'entrée de ces grottes marines que le naufrage a lieu. La mer est calme, mais le courant violent. La vedette, le Saint-Vincent, s'apprête à rentrer avec ses 20 passagers dans les goulets. Mais tout à coup, un des moteurs tombe en panne. Le bateau est déséquilibré, ballotté. Il percute alors un rocher. Son étrave se disloque, l'eau s'engouffre rapidement dans la coque fissurée. Le capitaine pense pouvoir rejoindre la côte. Trop tard, le bateau coule déjà, l'eau est très froide, 8 personnes se noient, la plupart ne savaient pas nager, elles sont toutes assez âgées. Les autres passagers ont eu le temps d'enfiler les gilets de sauvetage, les secours arrivent vite, les rescapés sont admis à l'hôpital de Porto Vecchio, 3 sont encore dans un état inquiétant. À Bonifacio, une chapelle ardente a été édifiée. Toutes les victimes appartenaient à des clubs du 3e âge du Doubs et de l'Ardèche. Une enquête est ouverte ce soir pour mieux comprendre ce drame de la mer. Les assassins du juge Michel auraient été identifiés. Les policiers marseillais, en collaboration avec leurs collègues parisiens, ont appréhendé mercredi 2 trafiquants de drogue, dont l'un est fortement soupçonné d'être l'assassin du juge au tribunal de grande instance de Marseille, Pierre Michel, abattu il y a 4 ans et demi en pleine rue. L'assassin présumé a été transféré cet après-midi à Marseille. Alex Panzani. En fin d'après-midi, dans un palais de justice en état de siège, l'arrivée sous solide escorte de François Tchéqui. Cette nuit, il a avoué être le tueur du juge Pierre Michel. Cet homme de main du milieu marseillais, garde du corps de Gilbert O'Haraud, l'une des victimes de la guerre des gangs en octobre 1983, était incarcéré à Arras pour trafic de drogue. Son complice a été identifié, c'est Charles Altieri, 27 ans. Un autre trafiquant de drogue détenu à Lausanne. Les 2 hommes avaient été arrêtés au mois de novembre dernier avec la découverte en Suisse d'un laboratoire de fabrication d'héroïne, une faille dans laquelle s'engouffrait avec détermination M. François Badi, le jeune juge d'instruction qui venait d'hériter du dossier de l'assassinat de son collègue. Il se déplaçait à la prison de Lausanne et obtenait les confidences d'un trafiquant marseillais, François Scapula, qui n'a plus rien à perdre puisque déjà condamné à 22 ans de réclusion. Le reste, c'est l'histoire d'un remarquable travail policier et judiciaire. 2 des commanditaires présumés sont maintenant connus de la justice. Francis Girard, dit Leblond, l'un des gros bonnets de la filière franco-sicilienne. Le juge Pierre Michel l'a envoyé en prison pour 12 années. Il est actuellement à la centrale de Clairvaux. Et Omer Philippi, un proche de Gaëtan Zampa, le parrain marseillais qui s'est suicidé dans sa cellule. Il est actuellement recherché. Son épouse a été crouée pour complicité d'assassinat. Pierre Michel, un magistrat de terrain qui n'hésitait pas à se déplacer quand certains des dossiers qu'il suivait avaient des ramifications à l'étranger. C'est Pierre Michel qui avait en charge les dossiers les plus importants du milieu marseillais qu'il avait décidé de briser une fois pour toutes. Ce qui a motivé son meurtre commandité. Didier Chauffier. Cette moto, depuis le 21 octobre 1980, a fourni les seules pistes exploitables et sérieuses de l'enquête. Sous un autocollant, ces empreintes digitales qui ont révélé plusieurs identités. Ce jour-là, le juge rentrait chez lui à moto. Derrière, une autre moto le suit avec 2 hommes dessus. L'un d'entre eux tire à bout portant. Cette exécution a failli se perdre dans les ténèbres du vieux port. Mais les dossiers du juge restés dans son bureau vide renferment les secrets de sa mort. Dans les affaires qu'il traitait, il s'impliquait complètement, voulant briser définitivement le milieu. Qu'il s'agisse tout d'abord de drogue, il s'était attaqué au laboratoire et aux chimistes marseillais, dont la renommée est mondiale. Ou encore de fausses monnaies. Les imprimeries et les graveurs de Marseille sont aussi très prisés. Il considérait les voyous comme des pieds nickelés. Alors, au Baumette, on a très vite spéculé sur sa mort, et les contrats pour l'assassiner étaient nombreux.
2 hommes ont été accusés d'avoir maquillé cette fameuse moto. Gilbert Ciaramaglia et Charles Giardina. Tous les 2 sont aujourd'hui en liberté. Ce seraient donc Charles Altieri et François Cecchi, les hommes de la moto, des proches de Gilbert O'Haraud, l'un des princes de la nuit et de la drogue, assassinés comme Paul Mondoloni, un autre prince de la drogue. En fait, Altieri et Cecchi ont toujours travaillé pour Gerlando Alberti, un gros trafiquant sicilien arrêté en août 81. Ceci grâce à la détermination du juge Michel, et c'est peut-être ce qui lui a coûté la vie. 2 semaines après l'explosion nucléaire de Tchernobyl, l'incendie est éteint. C'est ce qu'affirme aujourd'hui à Moscou Hans Blix, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est le premier spécialiste étranger à avoir pu survoler en hélicoptère la centrale sinistrée. Le danger du syndrome chinois semble écarté, c'est ce qu'il déclare dans une interview à notre correspondant à Moscou, Ulysse Gosset. Ce que nous avons vu en survolant, c'est un petit, ce qu'on appelle fume. Mais oui, mais ce n'est pas un film de graphite, on a raconté. C'est un film plutôt de papier parce qu'on a laissé tomber des sacs de sable. Et le papier donne un film qui est légèrement gris, mais pas noir comme le graphite. Alors, je crois que c'est convaincant qu'il n'y a pas un feu de graphite de plus. Mais la température reste très haute dans ce réacteur. Et c'est en train de baisser, mais c'est encore haut. Il n'y a pas de risque de syndrome chinois? Non, selon cette réponse, non. Vous trouvez que l'inquiétude en Occident est exagérée à propos de l'accident de Tchernobyl? C'est très difficile d'exagérer. Il y a un cas très sérieux, c'est considéré comme sérieux par les Russes eux-mêmes. Mais naturellement, dans la vie de médias, il existe toujours un sensationnalisme aussi. Les réactions à la catastrophe de Tchernobyl sont très différentes d'un pays européen à l'autre. L'Allemagne, par exemple, qui connaît un vent de panique, notamment parce que des experts ouest-allemands se déclarent convaincus de la poursuite d'une activité nucléaire souterraine malgré l'extinction de l'incendie. Ainsi, après avoir fortement recommandé à la population de ne pas consommer des produits frais, les Allemands détruisent aujourd'hui plus de 2,5 millions de salades. De part et d'autre de la frontière, contraste complet avec l'attitude française, c'est le constat qu'a fait Corinne Lalo. Voici une salade cultivée à l'air libre dans la région. Je me trouve à la frontière entre la France et l'Allemagne. De ce côté-ci, c'est la France et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne et la salade est jugée dangereuse pour la consommation car trop chargée en particules radioactives. Elle est par conséquent interdite à la consommation. Nous avons essayé, en France tout d'abord, de savoir quelles sont les mesures de radioactivité constatées dans la région. Il nous a été impossible de les obtenir à la préfecture de Metz et pour cause, elle ne les a pas. Il n'y a pas de résultats spécifiques pour la Moselle en particulier, car les taux de radioactivité décelés par les résultats de ces analyses ne sont pas significatifs et sont équivalents à ceux du reste de la France. Tel n'est pas l'avis des scientifiques allemands. À seulement 9 km de la frontière, le compteur Geiger indique une radioactivité anormale. L'Institut d'hygiène de la Sarre effectue constamment des analyses de l'air, de l'eau et des végétaux. La radioactivité avant et après l'accident de Tchernobyl est mesurée par ordinateur. Elle est en nette augmentation à partir du 3 mai. Dans la salade, par exemple, la teneur en particules radioactives est 16 fois supérieure à la dose maximum autorisée. C'est à partir de ces données que le ministre de l'Environnement en a interdit la consommation. Nous avons fait des analyses et il était montré que les concentrations radioactives sont 10 fois, 15 fois et quelquefois 20 fois plus haut que la normalité. Nos appareils ne trichent pas, ce sont des faits. Il fallait alerter la population de prendre des mesures de précaution. Force est donc de constater que de part et d'autre de la frontière, la notion du danger est différente, y compris et surtout pour le nucléaire.
Au milieu de l'inquiétude européenne, les pouvoirs publics et l'opinion française affichent une parfaite sérénité. Aucune contre-mesure sanitaire n'est envisagée en France. Pierre Pellerin, le chef du SCPRI, c'est-à-dire le service central de protection contre les rayons ionisants, affirme que l'exposition aux radiations qu'ont subi les Français est inférieure au 10e de l'exposition naturelle annuelle. Le SCPRI était resté jusqu'à présent silencieux. Aujourd'hui, il rend public un communiqué dans lequel se trouvent les résultats des analyses pratiquées en France. Alain Rodier. Entre la poussière atmosphérique, les végétaux, l'eau et les produits alimentaires, plus de 250 échantillons ont été examinés et près de 500 relevés effectués dans toute la France depuis l'accident de la centrale de Tchernobyl. Les résultats sont positifs si l'on en croit le service central de protection contre les radiations ionisantes, le SCPRI. Conclusion, les taux de radioactivité dans l'atmosphère ont effectivement augmenté, mais ils ne représentent pas une menace pour la santé. Ils sont comparables aux taux de radiation accumulés au cours d'un séjour de 2 semaines à la montagne. Dans le lait à peine sorti du pis des vaches, on a détecté aussi, mais en très faible quantité, de l'iode 131, élément radioactif. Ces doses proviennent directement de l'herbe ingérée par l'animal. L'analyse des glandes thyroïdes des bovins confirme ces données, mais là encore, pas d'inquiétude à avoir, d'autant que le taux de radioactivité du lait diminue chaque jour. Enfin, salades et légumes ont également été soumis à de sévères analyses. Là encore, les experts du SCPRI sont sereins et ne préconisent aucune mesure sanitaire particulière. Vous pourrez suivre une interview du professeur Pellerin au cours du journal de 23 heures. Et ces affirmations du SCPRI sont contestées fortement par les Verts, qui eux aussi étaient restés discrets après la catastrophe de Tchernobyl. Aujourd'hui, le Parti écologiste français a tenu une conférence de presse et son responsable tient des propos très durs contre le professeur Pellerin qui dirige le SCPRI. Le gouvernement et les pouvoirs publics n'ont pas pris de mesures qu'on peut appeler de protection civile vis-à-vis des populations. Contrairement aux autres pays de l'Europe de l'Ouest, comme l'Allemagne fédérale, la Hollande ou la Suède. Ça nous semble bizarre parce que par quelle mesure gouvernementale le nuage radioactif de Tchernobyl aurait-il évité la France alors qu'il s'est baladé en Grèce, en Italie et en Allemagne fédérale et en Angleterre? Est-ce que par décision gouvernementale, un petit peu comme les avions américains pour la Libye, il aurait été détourné lui-même de l'espace aérien français? Nous ne le croyons pas. Depuis une dizaine de jours que cet accident s'est déclenché en URSS et qu'on en a des retombées en Europe de l'Ouest et singulièrement en France, nous n'avons aucune indication chiffrée, aucune mesure de la part du SCPRI et de la part du professeur Pellerin, à part des paroles apaisantes et lénifiantes sur le fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. En dernière minute, j'apprends que la France vient d'interdire l'importation des aliments en provenance des pays de l'Est pour protéger la santé des Français en arguant de la lenteur des négociations communautaires sur ce point. Jacques Chirac vient d'adresser des directives très précises et sévères à chacun de ses ministres pour la préparation du budget 87. Pour réduire le déficit public et diminuer les impôts, il s'agit de faire 40 milliards de francs d'économie l'année prochaine, ce qui représente près de 4% des dépenses publiques. Avec Sophie Rac, les secteurs où la rigueur sera de règle. Première règle, l'État ne consacrera pas plus de 5 milliards de francs à des actions nouvelles en 1987. Deuxième règle, les effectifs de la fonction publique, à l'exception du corps enseignant et de la police, seront réduits de 1,5%, soit une suppression de 20 000 emplois. Par ailleurs, il n'y aura ni augmentation du pouvoir d'achat des fonctionnaires, ni réduction effective des horaires de travail. Troisième règle, les dotations aux grandes entreprises nationales pour en assurer le fonctionnement seront plafonnées en francs courants. Enfin, quatrième règle, la plupart des aides de l'État, en particulier les aides aux entreprises, seront remises en cause. C'est Jacques Huy, un ingénieur de 52 ans qui est désormais le nouveau patron de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. La PEP tient jusqu'à demain son 67e congrès, ce qui lui permet d'expliquer pourquoi ses 450 000 adhérents sont favorables aux décisions de René Monory, le ministre de l'Éducation nationale, tout en restant vigilants quant à leur application. Le commentaire d'Alain Hamard. Comment mieux associer les jeunes et les parents à la vie scolaire? Cette question est le thème de ce 67e congrès de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Congrès chargé de dresser un bilan de l'année scolaire écoulée et de prévoir la prochaine rentrée. Bilan plutôt négatif pour la période chevènement et bienveillance vigilante à l'égard des positions Monory. D'accord, on dit les 800 congressistes pour revaloriser la formation des professeurs de collège, mais gare à la bivalence qui peut être
une aventure risquée. D'accord également pour la suppression de la carte scolaire, à condition toutefois de ne pas créer des écoles ghetto et de ne pas défavoriser les enfants les plus démunis. Mais le départ du président Schléré, au bout de 6 ans de bons et loyaux services, et son remplacement par M. Jacques Huy est incontestablement l'événement de ce congrès. Un changement dans la continuité, puisque l'indépendance à l'égard de tout pouvoir politique reste la règle. Notre attitude n'a pas changé, nous serons toujours aussi exigeants vis-à-vis du ministère de l'Éducation nationale. Nous voulons une école pour nos enfants et le changement de majorité n'a aucun rapport avec cette revendication principale. Première tâche pour le nouveau président, consolider l'expansion de sa fédération, puisqu'avec 450 000 adhérents, elle devient un interlocuteur privilégié du ministre de l'Éducation nationale. Nîmes était hier la capitale des rapatriés d'Algérie. À l'occasion du traditionnel pèlerinage de la Vierge de Santa Cruz, des dizaines de milliers de pieds noirs étaient venus de toute la France et même d'Espagne. André Santini, le secrétaire d'État aux rapatriés, était l'invité du pèlerinage. François Bachy. Cette Vierge protégeant Oran, c'est la dernière vision des rapatriés quittant l'Algérie en 1962. Aujourd'hui, la Vierge de Santa Cruz est à Nîmes. Depuis 22 ans, elle est devenue le centre d'un pèlerinage mêlé de croyances et de superstitions. Un culte pour des dizaines de milliers de pieds noirs. Le premier miracle de la Vierge de Santa Cruz date de 1849 à Oran. Elle a apporté la pluie, sauvant ainsi la ville d'une épidémie de choléra. Et pour les rapatriés, le deuxième miracle de la Vierge, c'est ce rassemblement tous les ans. Une prière entre chrétiens, musulmans et israélites, un trait d'union entre ceux d'Oran, de Sidi Bel Abbès ou de Mostaganem. Le secrétaire d'État aux rapatriés, André Santini, était invité. De lui, les pieds noirs attendent la loi qui est prévue à la session d'automne au Parlement. Pour la première fois depuis très longtemps, il y a une volonté politique de clore ce dossier. C'est dans ce contexte que Jacques Chirac m'a confié la responsabilité du ministère et il l'a rappelé le 9 avril dans la déclaration de politique générale avec les autres priorités de son gouvernement. J'ai bon espoir. Il existe encore 2 millions de rapatriés en France, un groupe de pression électorale puissant, surtout dans les régions méditerranéennes. Depuis 3 jours, les préposés au nettoyage du métro parisien sont en grève. L'un d'entre eux se plaint d'avoir été victime des propos racistes de son chef de service. Et cet arrêt de travail touche les 365 stations disséminées dans la capitale, d'autant plus que la grève a été reconduite cet après-midi pour une durée indéterminée. Philippe Azan. Tout commence lundi soir dans le bureau de la Comatec, la société de nettoyage du métro parisien. Michel Vigourou, chef de secteur, convoque Salem Briki, un balayeur maghrébin. Il lui reproche de ne pas nettoyer correctement la station Maraîcher. Briki répond qu'il balaye déjà à Porte de Montreuil et qu'avec une station de plus, il lui reste 20 minutes au lieu de 30 pour manger. Le ton monte, on parle même de propos racistes. Moi, ça fait quand même 20 ans que je travaille avec des émigrés. Je n'ai jamais tenu de propos racistes. Par contre, j'ai été clair et net et je lui ai dit que s'il ne voulait pas faire son travail, je serais dans l'obligation de le licencier. Après la convocation, il me dit salariat arabe. Ça me chauffe la tête, mais on ne peut rien faire. Voilà. Il vous a dit salariat arabe. Salariat arabe, vous faites la merde. Enfin, c'est pas rien que nous, enfin, tous les immigrés ici, mais il a dit allez, salariat arabe. Aussitôt après l'entretien, la CFDT convoque une assemblée générale. La grève est immédiatement déclenchée. Elle touche 1350 balayeurs sur les 1500 que compte le métro parisien. Côté CFDT, on demande le déplacement de Michel Vigourou et ses excuses publiques. Côté direction, on ne veut pas pour l'instant négocier sur de telles bases. Pas question de déplacer qui que ce soit. 3 jours après le début de cette grève, le métro est encore relativement propre. C'est au bout d'une semaine que le seuil critique sera atteint. En 1980, la grève des balayeurs du métro avait duré 39 jours. Puis un invité surprise de ce journal, le professeur Pellerin, directeur du SCPRI. Professeur, l'opinion publique en France s'étonne du manque d'informations chiffrées sur la radioactivité en Italie et en RFA. Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas personnellement d'informations chiffrées sur la radioactivité en Italie et en RFA. Nous savons par contre ce qu'il y a comme radioactivité dans notre pays. Et ce que je peux vous dire maintenant, après les chiffres que nous avons vérifiés longuement par de très nombreuses mesures, des centaines, qui ont d'ailleurs été publiées et distribuées à l'AFP hier, c'est que
la radioactivité retombée sur notre pays au cours de toute cette affaire se situe entre la moitié et le tiers de ce qui est tombé sur les autres pays européens. L'Angleterre et l'Espagne sont à peu près dans une situation. Donc pas d'action sanitaire spéciale pour la France? Absolument pas. C'est ce qu'a décidé d'ailleurs l'OMS de Copenhague dans un communiqué qui va être publié, mais qui est bien connu maintenant, et qui dit catégoriquement qu'il n'y a pas de contre-mesures à prendre dans ce domaine. Merci, professeur. Le sport à présent. Non seulement UBS Switzerland a fait le tour du monde, mais il a bouclé son périple de 27 000 milles en un temps record. Le maxi-voilier suisse barré par Pierre Fellman a franchi la ligne d'arrivée victorieux à Portsmouth en Angleterre. En fin de matinée, Stéphane Magnier a assisté à l'arrivée de la course autour du monde. Pour une fois, les Suisses ont été les plus rapides, même si pour ce faire, ils ont utilisé le moyen réputé le plus lent pour aller d'un point à un autre. Il n'empêche, tous les records sont battus, près de 3 jours de mieux sur le Tour du Monde que la meilleure performance précédente, 2 jours d'avance sur Eric Tabarly, qui se chamaille la 2e place de l'étape avec Simon Le Bon, le chanteur du groupe Duran Duran. Pas mal pour un pays qui ne possède pas la moindre parcelle de côte maritime, et tant pis pour les Britanniques qui ne roulent plus la mer, même quand leurs capitaines sont des popstars. Pierre Fellman, le skipper d'UBS Switzerland, pouvait savourer cette arrivée triomphale qu'il préparait depuis 8 ans. Super bon équipage et puis une ambiance d'équipe fantastique, comme on n'a jamais eu en tout cas à bord de mes bateaux. Si vous aviez à dédier cette victoire à quelqu'un, à qui le feriez-vous? À une personne c'est difficile, mais je crois que c'est à toute l'équipe qui nous a aidés. C'est peut-être 500 ou 600 personnes en Suisse qui nous ont soutenus. C'est à ces 500 ou 600 personnes que j'aimerais dédier cette victoire. Et quel a été le meilleur moment de toute cette course? Le meilleur moment c'est ici. Quand on sait que c'est fini, qu'on a reçu l'objectif atteint. Mais si Pierre Fellman est arrivé le premier, le véritable classement de la course n'est pas joué. Il se fera au handicap, un coefficient qui tient compte de la taille de chaque bateau. Pour remporter cette étape au classement handicap, Lionel Péan et son esprit d'équipe doivent franchir la ligne d'arrivée très précisément 4 jours, 15 heures et 6 minutes après UBS Switzerland. Et même s'ils n'y parvenaient pas, ils ont encore 3 jours supplémentaires pour remporter le classement général et devenir les premiers Français à jamais avoir gagné la course autour du monde. Championnat d'Europe de judo à Belgrade, médaille d'argent dans la catégorie des moins de 78 kg pour Martial Pietri. Médaille de bronze en moins de 86 kg pour Fabien Canu. Aux 4 jours cyclistes de Dunkerque, décidément ce soir, c'est le néerlandais Nijdam qui remporte la 3e étape. Le belge De Wolf conserve le maillot de leader. Et puis le leader du Tour d'Espagne, c'est toujours l'espagnol Alvaro Pino. Un autre espagnol, Felipe Yanez, gagne aujourd'hui la 17e étape. C'est le jour même du couronnement de la reine Elisabeth, le 23 mai 1953, que l'Everest et ses 8840 mètres étaient vaincus pour la première fois. Edmond Hillary et le Sherpa Tenzing, vainqueur du toit du monde, entraient vivant dans la légende des grands exploits mondiaux. 33 ans plus tard, Sherpa Tenzing, que les Népalais surnommaient le tigre des neiges, vient de mourir en Inde à l'âge de 72 ans. Hillary a dit de son ami, il a pleinement vécu sa vie. Tenzing avait su s'imposer, était devenu un alpiniste à part entière, un grand nom de la montagne qui vient de disparaître. Peu de concurrents au départ du tiercé de demain à Saint-Cloud, puisqu'ils ne seront que 12 poulains et 2 pouliches de 3 ans à se mesurer sur les 2400 mètres du prix de Gonneville. Voici le pronostic d'André Théron, le 10, le 8, le 5, le 14, le 7 et le 2. La statue de la Liberté, trop vieille pour être rénovée, on ne peut pas dire que ce soit une excellente information, Julien Brune. Malgré un lifting de 66 millions de dollars, la Statue de la Liberté, dont vous ne voyez ici qu'une maquette, aura quand même quelques taches de vieillesse. Sur la joue gauche, paraît-il, car la pollution de Manhattan tâche, et en plus, elle rend sourd. 200 grammes, c'est trop pour un seul œuf. En contemplant le monstre de 9 cm de haut, les habitants de Trévise n'en croyaient pas leurs yeux. Dans la province, on pense à un coup de Tchernobyl. Quant au coq, il n'est pas dupe non plus.
Cette neige n'est pas tombée du ciel, elle est artificielle, à 100%. C'est une solution miracle inventée par un Australien dont voici la recette. Un peu d'eau, un peu de poudre. Venue du ciel ou artificielle, qui dit neige, dit frais.